Le forum NetExplo Online, ça continue pour cette nouvelle table ronde, nouveau panel, nouvelle discussion sur l'enjeu de la transformation digitale, évidemment. Ça passe par l'IoT, l'Internet des objets. Réussir sa stratégie IoT, c'est exactement le sujet de cette table ronde, avec 3 nouveaux invités. J'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Boissou, du groupe Legrand. Bonjour Jérôme, bonjour. Vous êtes en charge du programme Elliott. On va évoquer avec vous en détail ce dont il s'agit. Également à côté Sophie Marchand, bonjour. Vous êtes directrice du programme IoT chez Orange. Et puis en face de vous, Ludovic Donati, vous êtes Chief Digital Officer chez Eramet. Bonjour. Bonjour à vous. Eramet qui est, on va commencer un petit peu à détailler. Alors nous sommes une entreprise minière et métallurgique française. On est présent dans une vingtaine de pays, 13 000 collaborateurs et à peu près 4 milliards de chiffre d'affaires. On produit du nickel en Nouvelle-Calédonie, du manganèse au Gabon et des alliages principalement en France et en Suède. Pour la petite anecdote, quand vous voyagez dans un Airbus, vous voyagez avec Eramet. D'accord. Puisqu'il y a à peu près au moins une pièce par Airbus qui est produite par Eramet. Voilà. Alors Orange, évidemment, groupe télécom bien connu, évidemment. J'allais dire aujourd'hui sur cet enjeu de stratégie Internet des objets, qui d'ailleurs a fait l'objet de beaucoup déjà de discussions, de tables rondes, mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence avec vous, Sophie. Quelle est votre vision aujourd'hui du marché de l'Internet des objets ? Quand je dis marché, c'est cette vision du panel d'offres. Quand on est un industriel, vers quel choix en fait on se dirige ? Votre vision à vous ? Le marché de l'IoT, il est très capillaire, il est, j'ai envie de dire, énorme et presque infini quand on regarde le champ des possibles. Globalement, nous, on a l'habitude de le structurer entre un marché B2B, entreprise, et un marché grand public. Le marché B2B est clairement celui qui a décollé le plus rapidement. On peut dire qu'il y a eu un certain retard au décollage du marché de l'IoT. Nous, depuis 1 an, on est content de voir que le marché de l'IoT, il est au rendez-vous, il a décollé. Je dirais qu'il y a certains secteurs, certaines verticales, comme on dit, qui sont peut-être particulièrement porteuses. Je pense aux smart cities, à l'industrie et à l'automobile, notamment. Donc ça, c'est pour la partie entreprise. Le monde du grand public, il est peut-être aujourd'hui un peu moins rapide, mais il est aussi en train clairement de se cristalliser. Et alors chez nous, c'est d'abord, on va dire, on considère à la fois l'individu qui va avoir un certain nombre d'objets, d'objets connectés que vous allez porter sur vous, et puis la maison. Peut-être parce que naturellement, Orange, en tant qu'opérateur aussi du domicile, de la TV, s'intéresse à ce domaine de la maison. Donc le monde de la maison dans lequel on sort, d'ailleurs en France en ce moment, plusieurs offres autour de la maison connectée, piloter ses objets dans la maison, et la maison protégée pour surveiller son domicile à distance. Chez Legrand, vous êtes un acteur grand public déjà. Justement, quel est votre... On sait que le marché de l'IoT est d'abord une vraie révolution pour les industries, puisque ça leur permet soit de faire des économies d'échelle, soit tout simplement de connecter ce qui n'était pas forcément connectable avant, et de créer de nouveaux services, etc. Mais d'un point de vue B2C, est-ce qu'on sait que... Alors chaque année au CES, c'est un peu l'occasion de faire émerger les innovations, mais qui restent quand même des choses un peu gadgets. Chez vous, chez Legrand, c'est quoi votre vision aujourd'hui du marché ce marché, maison connectée, par exemple ? Alors, maison connectée, mais on ne peut pas dissocier la maison du bâtiment au sens large. Parce que, en fait, le marché du connecté, c'est d'abord le marché de l'utilisateur et de l'usage et de l'expérience. J'ai entendu 50 fois le mot, ou même 100 fois le mot expérience depuis le début de cet après-midi. L'important, c'est l'expérience utilisateur. Et l'objet connecté va permettre de rendre cette expérience encore plus fluide. Et pourquoi je pense, et Legrand, nous pensons qu'on ne peut pas dissocier, c'est que quand le matin, vous êtes chez vous, vous voulez allumer votre lumière, vous voulez un confort lumineux, vous voulez le même confort quand vous êtes sur votre lieu de travail ou quand vous êtes à l'hôtel. Et donc nous, ça se sent dans notre approche. Évidemment, on voit qu'il y a des chaînes économiques différentes entre le B2B et le B2C. Le marché de l'IoT, il est bien plus important en B2B. Ça, c'est une réalité, mais il est complètement cross-industrie. Le programme IoT du groupe Legrand, c'est 635 millions d'euros à fin 2018, donc c'est quand même quelque chose de conséquent. C'est une croissance de 28% annuelle par an.
Et on est 2 ans avant les rendez-vous qu'on avait fixés. On avait fixé des objectifs à 2020. On a atteint dès 2018 ces objectifs. Et donc ça témoigne bien que les utilisateurs et les usages sont là, sont au rendez-vous. Et nous, on délivre ces solutions pour ces expériences, mais pas seul. Et c'est ça qui est important. Le marché des objets connectés, il est associé entre plusieurs fabricants de produits, services, et c'est vers cette direction qu'on doit aller. Ludovic, je le disais, donc Eramet, c'est une entreprise qui a intégré en fait, qui a implémenté finalement sa stratégie IoT. Par quoi vous avez démarré? Comment est-ce que ça a démarré chez vous? On démarre exactement comme vous avez dit, par l'usage. En fait, quel usage on peut faire de l'IoT aujourd'hui? Parce qu'au départ, quand on commence à parler IoT aux différents métallurgistes ou aux mineurs, quand on est en plein milieu d'une mine au Gabon ou alors quand on est sur une usine d'alliage, on se pose cette question-là, que peut m'apporter l'IoT? Pourquoi? Et donc il faut déjà arriver à convaincre et à comprendre l'usage qu'on peut en faire. Nous, on est quand même une relativement vieille industrie, donc on a déjà pas mal d'équipements qui étaient connectés avec des capteurs en filaire, mais on a clairement vu, en fait, par l'usage et par l'exemple, l'intérêt de l'IoT. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, sur une de nos... Donc on a une usine qui est située à Nouméa. On a acheté 10 capteurs pour un coût, somme toute, assez modique. C'est 30 000 €. On a fait des tests et en 3 mois, on a réussi à faire de la maintenance, on va dire, préventive ou conditionnelle. Donc arriver à prévenir des pannes. Et on s'est rentabilisé 5 fois ou 10 fois le prix de ce que ça coûtait. Et là, les gens commencent à se rendre compte du potentiel de l'IoT et commencent à se dire oui, effectivement, il y a un intérêt qui est fort et donc on souhaite investir dedans. Et là, ils sont partis pour mettre 100 capteurs et demain, ce sera 1000, 2000 et ça essaime dans tout le groupe. Il y a aussi des questions d'usage qui sont importantes pour nous parce qu'on a un groupe minier et donc pouvoir faire des contrôles environnementaux réguliers sur les rejets, sur ce qui se passe au niveau des mines, c'est extrêmement important pour nous. Et donc, au lieu de faire des relevés, on va dire, tous les mois avec quelqu'un qui prend sa voiture et qui fait tout le tour des mines, là, on a cette capacité à avoir la donnée quasiment en temps réel. Et automatisé. Alors, ça rejoint finalement une autre question qui sont... Bon, une fois qu'on a une stratégie, on se dit, j'en ai besoin, j'ai identifié les cas d'usage. Quels sont, à votre avis, les fondamentaux à mettre en place pour aller vers des solutions de capteurs, choix du réseau, etc., etc. Il faut, comme je disais, regarder au-delà de son produit. C'est important. Et, par exemple, quand on a bâti le programme Elliott, on a compris qu'il y avait un pilier qui était les produits connectés, mais qu'il ne fallait pas parler que du produit. Il fallait se dire comment ce produit il est connecté à l'utilisateur. Parce qu'en fait, l'IoT, c'est mettre l'utilisateur au cœur et vraiment le rapprocher de l'entreprise et le mettre au cœur de l'entreprise. Donc si on pense que au produit, on n'a qu'un seul bout de la solution. Donc, par exemple, l'infrastructure. Comment je fais en sorte, je prends toujours cet exemple, j'ai 2 charmants garçons, c'est les plus beaux du monde, ce sont mes fils, mais ils ont découvert Netflix. Aujourd'hui, je suis chez moi, ils sont tous les 2 sur Netflix, je veux télécharger une présentation, j'ai 20 objets connectés chez moi, ça se passe bien, parce que je viens de refaire mon appartement. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, est-ce que mon infrastructure, l'infrastructure de mon logement, est-ce qu'elle sera adaptée à cette évolution? C'est quoi le Netflix de demain? C'est quoi les usages de demain? Quand mon portable ne va plus très bien, je change de portable. Ma maison, je ne peux pas le changer. Le bâtiment, comme on est aujourd'hui, on ne peut pas le changer. Donc l'infrastructure du bâtiment, elle est cruciale. Et nous, le Grand, nous offrons aussi cette infrastructure. Et la dernière partie qui est extrêmement importante, c'est l'ouverture vers des tiers. Parce qu'encore une fois, vous parliez de capteurs. Orange, ici présent, est un acteur du service, du monde du service. Si on fait que des capteurs, ça ne suffit pas. On ne garantit pas l'expérience de bout en bout à l'utilisateur. Donc, être ouvert, être interopérable, nous, on le fait au travers de la plateforme Works with Legrand. Ça permet à des tiers d'offrir des services sur nos capteurs et inventer les usages de demain. Voilà. Et c'est ça qui est extrêmement important. Si on pense que produit, on n'a qu'un bout de ce qu'attend l'utilisateur aujourd'hui et encore plus demain. Et préparer le bâtiment future-proof à l'épreuve des services de demain, c'est ce vers quoi nous, on souhaite aller. Sophie, vous êtes d'accord avec... Oui, juste pour compléter, je pense que bien partir de l'usage qu'on veut faire de l'IoT, et c'est le sens surtout des POC que mettent en place nos clients. Et ce qu'on voit dans les discussions pour mettre en place des POC, c'est pour prendre un sujet qu'on connaît
plus particulièrement dans l'IoT qui est la partie réseau chez Orange. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir tout un portefeuille de technologies pour connecter des objets, mais la question devient encore plus cruciale de bien se poser la question quel usage je vais en faire et au-delà de connecter un objet, cet objet, est-ce qu'il sera approvisionné en énergie, est-ce qu'il va se déplacer, est-ce qu'il a besoin d'envoyer beaucoup de données, est-ce qu'il aura besoin d'accéder au roaming, et en fonction de ça, on sait si on va utiliser une technologie LoRa, LTE-M ou technologie courte portée. Mais même sur un cas d'usage qu'on pourrait croire générique, comme je prends l'asset tracking, géolocalisation d'objets, on s'aperçoit qu'on a besoin de creuser avec le client ce qu'il veut vraiment faire en termes d'asset tracking, parce que entre localiser une machine-outil sur un chantier ou savoir sur une supply chain à 1 mètre près où est mon objet pour optimiser la supply chain, ce n'est pas la même solution technologique qu'on va mettre en place derrière. Donc partir effectivement de l'usage et prendre le temps de se poser ces questions en amont d'un projet IoT. Et l'important, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, c'est que cet usage soit à valeur ajoutée pour le client et l'utilisateur. Sinon, on fait des gadgets. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des tas de gens qui font beaucoup d'argent avec des gadgets, mais un groupe comme Legrand et nous ici présents, je pense qu'on est vraiment dans une approche de valeur ajoutée pérenne dans le temps pour être sûr de ne pas fournir un gadget qui va peut-être se vendre très rapidement, mais qui à terme n'apportera aucune valeur à cet utilisateur. Et c'est en ça que, par exemple, quand le groupe Marriott est venu nous voir pour ses hôtels, pour garantir des nouvelles expériences à ses utilisateurs, en effet, on s'est vu avec tous les opérateurs d'une chambre d'hôtel, tous les gens qui fabriquent des produits, qui offrent des services, des gens qui font du yoga, par exemple, dans les chambres d'hôtel. C'est vrai que c'est très loin de notre monde, mais comment ensemble on peut satisfaire ce besoin-là? Et après, les technologies, elles arrivent par la suite. Il y a un point majeur dans l'Internet des objets, c'est le contrôle de l'énergie. Évidemment, quand on installe un parc de milliers de capteurs, on ne va pas s'amuser à aller changer la batterie sur chacun de ces capteurs, sinon ça ne marche pas. Est-ce que c'est quelque chose qui a été pour vous un point important, ou voire même un point de décision important sur une telle ou telle solution techno Oui, effectivement, en fonction des usages, on n'a pas besoin d'avoir la donnée qui remonte en permanence. Donc, parce que je pense que vous en parlerez mieux que moi, mais plus on remonte de la donnée, plus forcément ça consomme de la batterie. Donc nous, on s'axe quand même sur des endroits en fait où il n'est pas possible de mettre des capteurs filaires. Donc déjà, on n'a pas de données. Donc le fait de pouvoir mettre des capteurs qui aujourd'hui remontent de la donnée, ça nous intéresse. Après, on n'a pas forcément besoin sur ces équipements, ça peut être des machines tournantes, ça peut être effectivement au fin fond d'une mine sur des rejets d'eau, on n'a pas forcément besoin d'avoir de la donnée en temps réel, en permanence. Donc c'est ça aussi qui permet d'ajuster la consommation d'énergie. Et donc oui, on cible aussi des endroits pour lesquels on sait qu'on n'aura pas besoin toutes les heures ou tous les jours, tous les mois de changer les batteries. Mais ça fait partie effectivement intégrante de la stratégie. Il me reste quelques secondes. Comment est-ce qu'on mesure, une fois qu'on a la stratégie, on a choisi la bonne solution, quels sont les indicateurs pour dire ça a marché, je peux aller plus loin, passer à une échelle peut-être supérieure, parce qu'on fait un POC, mais finalement derrière le POC, il y a peut-être, on espère pouvoir là aussi avoir un bon investissement bien mesuré. Comment vous gérez ces aspects de passage à l'échelle ? Alors, il y a effectivement le retour sur investissement. Ensuite, si on travaille avec une start-up, il faut quand même avoir en ligne de mire de comment est-ce qu'on industrialise, parce qu'elle pourra produire 10 capteurs, 20 capteurs, 100 capteurs, mais peut-être pas 1000 ou 10 000. Donc c'est aussi des questions à avoir, peut-être avec des grands fournisseurs d'IoT. C'est vraiment... Donc, vérifier les partenaires sur la durée, savoir si avoir une idée en fait, des enjeux de volume derrière. Clairement. Je crois qu'il y a effectivement une grande question sur le passage à l'échelle au-delà du POC. C'est ce qu'on voit aussi avec la maturité du marché. Au début, en gros, il y a deux typologies de besoins, nous on dit, auxquels les entreprises en tout cas veulent répondre, c'est gagner du temps, gagner de l'argent. Donc j'optimise mes processus et puis je réalise des économies. En général, le POC démontre assez bien la faisabilité technique. Pour passer à l'industrialisation, il y a un certain nombre de contraintes supplémentaires à lever, l'accès massif aux capteurs, et puis je dirais aussi ne pas sous-estimer le côté transformation des métiers, même de l'entreprise. Je vous donne un exemple qui du coup est interne. Chez Orange, on déploie la fibre.
déployer la fibre, ça se fait à partir de ce qu'on appelle des tourées, c'est des espèces de grosses bobines en bois. Et on a aussi utilisé l'IoT en interne pour connecter ces tourées, ces bobines, parce que ça représente beaucoup de valeur. En fait, on a pour 2 millions d'euros de bobines. Et on utilise l'IoT pour à la fois localiser ces bobines et pour savoir aussi quelle longueur de fibre il nous reste à installer. Alors, typiquement, le POC, techniquement, marche bien. Après, au-delà du POC, il faut changer tout un certain nombre d'outils de supervision, la façon dont on va aller récupérer ou pas les bobines, réapprovisionner les câbles. Et là, il y a plein d'autres métiers de l'entreprise qui vont être concernés. Et c'est cette transformation humaine qui est aussi importante, je pense, à prendre en compte pour aller au-delà du POC. Oui. Pour un dernier mot de la fin. Ouais, c'était pour nous, c'est la satisfaction client et la satisfaction des partenaires. Il n'y a pas aujourd'hui un seul promoteur immobilier qui nous intègre pas dans les appels d'offres qu'il fait à l'heure actuelle, parce qu'on arrive avec une solution Legrand, plus récemment Netatmo qui nous a rejoint, à quelque chose de très consolidé pour l'utilisateur et on marque des points. Et puis les partenaires, je le disais tout à l'heure, il faut être ouvert. Aujourd'hui, on a plus de 35 partenaires qui s'inscrivent sur la plateforme Workswiss Legrand par mois, des gens comme Leroy Merlin, comme Engie, pour ne citer que les Français. Mais, et ça témoigne, c'est les bons KPI pour mesurer qu'il y a un vrai engouement, qu'on ne fait pas des gadgets et que c'est périn dans le temps. Merci à tous les trois sur cette thématique, réussir sa stratégie IoT. On va continuer un autre panel, une autre discussion très différente cette fois. On va parler d'EdTech, l'éducation. Comment se dessine la formation du futur. Encore merci à tous les trois et à tout de suite. Merci.